Voici la suite du délire d'une matinée d'octobre. Ce ne sera pas la suite et la fin, mais ce sera un bon extrait tout de même. Donc je rappelle la situation, Marie-Antoinette est dans sa cellule le jour de son exécution, c'est-à-dire le 16 octobre 1793. Elle prie, elle est très fatiguée parce qu'elle avait des hémorragies, elle avait, je ne sais plus ce qu'était cette maladie, mais une maladie qui l'aurait sans doute emportée quelque temps après si elle n'avait pas été guillotinée. Et donc elle est très fatiguée, elle attend, et tout à coup, la, la lumière change, elle n'est plus dans sa cellule, elle est dans une sorte de salon, et elle retrouve Louis XVI. Alors est-ce qu'elle délire ou est-ce que c'est la réalité? Et donc je lis la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le début, ben, je vous invite donc à regarder la première partie, sinon vous ne comprendriez pas. Donc Louis XVI est arrivé et elle a commencé à converser avec lui. Et donc je reprends où elle en était. Elle dit: «Oui, c'est vous. Vous êtes là et bien là. Je n'ai pas la fièvre.» «La fièvre? Si vous saviez comme j'ai souffert loin de vous, dès les premiers grondements de l'orage, vous en souvient-il? Je tremblais quand vous n'étiez pas avec moi. Je tremblais de tout mon être en pressentant quelque chose d'affreux. Les femmes sont ainsi, paraît-il. Elles pressentent. L'épouse de César, avant moi, avait redouté ce quelque chose funeste. Et ce quelque chose, ah quelle folie! Je crois l'avoir vécu. Je vous ai cru mort. Je délire, n'est-ce pas? Allons, allons. Peut-être avez-vous un peu de fièvre. Un peu de sommeil vous ferait le plus grand bien. Je ne veux pas dormir. Mon front est brûlant. Non, pas dormir. Il me semble que ce serait l'ultime sommeil, le grand sommeil, l'éternel sommeil, le sommeil plein de silence et sans le moindre rêve, sans rêve et sans conscience. Ce sommeil-là, madame, n'est pas plus effrayant. Nous l'avons déjà connu avant de naître, si ce sommeil est comme vous dites. Essayez de s'endormir en ayant à l'esprit le bonheur des hommes est chose plus ardue. Écoute-moi. Je croyais à l'instant être dans une prison, priant à l'aube de ma faim. Tout me semblait si réel, si palpable, si dégoûtant. Ce devait être à la conciergerie. La brave Rosalie m'avait apporté un bouillon dont j'avais à peine bu une gorgée. J'étais brisé par d'étranges hémorragies, fiévreuses, déjà mortes, et une jeune femme du peuple venait de soulager un peu ma désespérance en se montrant humaine. Rosalie, dernier visage aimable au milieu de ce cauchemar, quelle cellule affreuse! La prison du temple nous a suffi. Si je règne de nouveau, un jour, je ferai du temple un musée dédié à la nature et au bonheur. Chaque jour, je bénis le baron de Batz de nous avoir fait quitter cette tour hideuse, de nous avoir permis de traverser l'Atlantique et d'atteindre New York. Le baron de Batz? New York? Je ne comprends rien. Hélas, où suis-je? Quelle est cette farce cruelle? Que se passe-t-il? Fersen était du complot. Fersen? Quel complot? Que dites-vous là? Je n'en ai pas le souvenir. Pourtant... Mais enfin, parlez-moi. Batz avait tout planifié. La ruse de cet homme a vaincu la surveillance et les épais barreaux de cette prison.
avoir osé nous grimer afin que nous ressemblions à des municipaux ou à des sans-culottes, il s'en fallut de très peu que le coup ne manquât. Vous en souvenez-vous? Il me semble que vous me parlez d'un rêve, alors que moi, je vous conte mon cauchemar. Est-ce que je rêve? Je sens pourtant votre bras, votre corps, votre souffle et vos yeux. Seuls vos yeux ont parfois un éclair de tristesse. Lequel de nous deux dit la vérité? Suis-je folle? Pas plus que de coutume, ma douce amie. Allons, remettez-vous. Au milieu du bon peuple américain, vous serez bientôt vous-même. Il vous faut du temps et du repos. Vous êtes prévenant comme on l'est avec les fous. Les Habsbourg, le sang des Habsbourg est un lourd héritage. Avec la gloire et la grandeur, il offre parfois la folie. Les mariages consanguins ont parfois donné le jour à des princes dégénérés. J'ai le menton, j'ai les lèvres des Habsbourg. Peut-être ai-je aussi leur folie. La liberté soudaine, après ces jours d'enfermement, m'aurait-elle faussé l'esprit? La mémoire nous joue des tours après les grandes émotions. Ma foi, c'est vrai, votre front est brûlant. Saignez-vous encore? Je ne crois pas. Sur le navire et durant notre fuite, vous aviez saigné un peu. Encore le délire. Ah mon Dieu, j'ai tout oublié. Et d'abord, quel navire? Quel navire? Vous vous moquez, Antoinette. Auriez-vous oublié? Les yeux des enfants se sont remplis d'étoiles à la vue des flots, et durant toute la traversée, ils ont couru sur le pont comme de vrais petits diables. Leur visage, terni par le malheur, s'est éclairé. Vous ne vous souvenez pas? La reine fait signe que non de la tête. Alors que nous étions à Nantes, une gazette écrivait que la famille royale avait dépassé Verdun. Je ne me souviens pas, je l'affirme, croyez-moi. Nous avons beaucoup ri de ce stratagème avec M. de Batz et Fersen. Nos agents ont répandu jusqu'au bout de fausses rumeurs pour mieux couvrir notre fuite. Et de notre fils, imitant les mouettes et les goélands sur le pont du Pégase, c'était là le nom du navire. Vous ne vous souvenez pas? Eh bien non. Le Pégase, dites-vous? Et de notre évasion du temple? Avez-vous oublié la maladresse de ce gardien qui nous était acquis et qui manqua tout faire rater? De rien, je ne me souviens de rien. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas mérité pareil bonheur? Dieu me l'a fait oublier pour me punir. Ah, cette fièvre! Vous avez donc oublié votre déguisement de poissarde, vos jurons lancés à tout propos, afin de tromper notre monde? Oh, la majesté tombée, oser s'abaisser ainsi? Moi, j'ai fait cela? Quelle comédienne vous faites! Ce n'est pas pour rien que vous vouliez jouer la comédie autrefois. Il faut dire que M. de Batz nous avait bien préparés, et cela dans le plus grand secret. Vous étiez d'abord fort réticente, mais vous aviez fini par vous prêter au jeu. Le péril était si grand qu'il fallait bien oublier sa fierté. Il a fallu plus d'1 mois pour que nous sachions notre leçon. Je ne me souviens de rien, de rien. Je brûle, je brûle. Diantre! Le médecin viendra tout à l'heure. Hélas, mon horrible vision l'emporte sur ce que vous dites être la réalité de notre évasion.
De la prison du Temple, de notre fuite et de notre arrivée à New York, je ne me rappelle rien, et pourtant, tout ce que je vois et tout ce qui m'entoure semble confirmer mon amnésie soudaine, voire ma folie. Parlez-moi. Il faut que vous chassiez cette vision de votre esprit en l'évoquant. Ma vision était si réelle. Je vous dis qu'il m'a semblé être, à l'instant, dans une cellule, seul, abandonné, et que le peuple vous avait guillotiné depuis plusieurs mois. Loin de mon fils dont on m'avait déjà séparé au temple, loin de votre sœur et de ma fille, j'étais désormais à la conciergerie, oui, à la conciergerie. J'avais écrit un testament adressé à votre sœur, sachant qu'il ne lui parviendrait peut-être pas et que la pauvre Élisabeth, bien qu'elle n'eût pas encore 30 ans, subirait bientôt le même sort que moi, le même sort que vous. J'avais écrit un petit mot d'adieu dans mon bréviaire, en espérant qu'au moins ce dernier lui parviendrait. Je venais, au comble du désespoir, de changer ma robe de deuil contre une robe blanche, et cela, malgré mes protestations, presque devant mes geôliers. Votre robe de deuil. Croyez-vous que notre soudaine liberté, notre heureuse fortune longtemps inespérée, m'ait inspiré pareille vision? Mais pourquoi? N'est-ce pas là une sorte de contre-coup? Je l'ignore en vérité. Le corps et l'esprit humain sont pleins de mystères. La folie viendrait-elle alors que l'orage est passé? Durant tous ces jours sombres, je me suis contenu. Tout était si effroyable que je n'éprouvais plus la moindre peur. J'étais devenu presque un automate soumis à la fatalité. J'étais le digne personnage d'une sombre tragédie. Maintenant que je redeviens moi-même, que mes nerfs se relâchent, ce que j'avais retenu, muselé, enchaîné, serait-il prêt à jaillir de moi et à me détruire? Ce n'est pas de la folie, rassurez-vous. Laissez plutôt jaillir vos larmes. Vous seriez peut-être aujourd'hui au pied d'un échafaud si la Providence ne vous avait pas favorisé. Or, voilà, nous avons débarqué à New York et nous sommes les illustres invités de M. Washington. Je voudrais oublier l'empereur d'Autriche, mon neveu, car il se moquait bien de notre sort. Je le sais. Les menaces de la France, du moins, des plus belliqueux des révolutionnaires, ne l'ont pas fait trembler. Je sais qu'il nous soutiendra. Savez-vous bien que de nombreux Français nous écrivent? Une minorité nous a adressé des insultes et des menaces de mort, des dessins orduriers, mais beaucoup, et même une majorité, nous ont exprimé leur soulagement. Les braves Français. Certains nous supplient de rester en sûreté, d'autres d'attendre le moment propice pour rentrer et remonter sur le trône, et d'autres, les fous, nous prient de revenir sans attendre. Vous lisiez ce matin encore les lettres de Madame de Staël, de votre ami Polignac, qu'on disait bien mal en point et qui se porte mieux depuis la nouvelle de votre évasion. Vous lisiez aussi les courriers de M. Necker et Chateaubriand. Mon cauchemar a donc éclipsé tout cela? Le délire l'emportait sur la réalité. Comment cela est-il concevable? Oubliez, madame, oubliez votre cauchemar. Je vous en supplie. Ah, vision affreuse de cette prison sinistre. Il me semble la voir encore. Dans ce songe affreux, vous étiez mort depuis 9 mois. Vous étiez mort, entendez-vous? Et j'allais vous rejoindre, jugé par un tribunal expéditif sans réelle preuve, par des accusateurs déterminés, ayant la bave sur les lèvres. Dans ce songe, le peuple, aveuglé
par des opportunistes haineux, avait accepté que son roi montât sur l'échafaud. Comme Charles Ier. Oui, ce peuple avait dû accepter le jugement douteux de l'Assemblée, la condamnation à mort ouvertement votée, à une voix près, par des députés eux-mêmes menacés de mort. Comme Charles Ier. Peuple rêvant d'être souverain grâce au suffrage universel, mais trompé par ses représentants qui venaient de lui ôter le droit de s'exprimer à votre sujet. Ah, si ce peuple avait jugé, le verdict eût été tout autre. Ah, quel horrible chagrin! Grâce à la province, notamment, vous auriez eu non seulement la vie sauve, mais peut-être auriez-vous retrouvé votre trône. Le ciel va-t-il m'éclairer? Ou ma vision, ou ma raison, pardon, va-t-elle sombrer? Je reprends parce que là j'ai quand même fait une erreur. Le ciel va-t-il m'éclairer? Ou ma raison va-t-elle sombrer? Quel étrange frisson me parcourt maintenant. Et je tremble de tout mon corps qui tourbillonne dans un gouffre, et je ne peux, mon Dieu, un sursaut, un sursaut. Oh mon ami, vous êtes vivant. Nous sommes aux États-Unis. Le président Washington nous a accueillis. C'est bien lui, n'est-ce pas, qui nous a installés dans ce bel appartement? Dans ce château, voulez-vous dire? Les quais du port de New York étaient noirs de monde quand nous sommes arrivés. On portait des banderoles sur lesquelles était écrit « Bienvenue au libérateur du peuple américain ». La scène historique a déjà inspiré plusieurs peintres. Alors nous sommes libres, et qui sait, la France, un jour, lasse des dictateurs et des faux prophètes, découvrant qu'elle fut trompée et que son roi, après tout, l'aimait bien plus que ceux qui l'avaient renversé, la France nous rappellera-t-elle? Beau rêve, lourd devoir. Il faudrait que vous écriviez au peuple de France pour lui dire notre amour pour lui dire que lorsque les passions seront passées, nous serons prêts à le rejoindre. Oui, mais pas sous n'importe quelle condition. Louis XVI, le roi autrefois débonnaire, écrasé par la tristesse, le roi ne se laissera plus faire. Pas de sang, pas de guerre, pas de brute en France. Les pillards et les assassins seront jugés sévèrement. Pas de privilèges, pas de barbarie, pas de guillotine. Je les ferai brûler en place publique. La reine semble effrayée. Les guillotines, naturellement. La reine rassurée. Dites-moi ce que vous feriez, Louis-Auguste. Moi, je vous suivrai, obéissante. On a trop dit que je vous avais influencé. Mon retour serait un retour triomphal depuis New York. Je serais accompagné d'illustres membres de la Révolution américaine avec qui j'aurais médité un projet pour une France nouvelle et véritablement moderne. Tout accueil froid, toute suspicion à mon endroit me ferait renoncer à jamais au trône. On m'a trop souvent reproché mes fautes alors qu'on a manqué de loyauté envers moi. On m'accueillera en roi moderne, mais en roi tout de même. Je marcherai derrière vous et tenterai de me faire oublier. Je demanderai, après avoir juré fidélité à la nation, que ses membres jurent fidélité au roi et respectent sa personne malgré les aléas de l'histoire. Ils se souviendront que si nous avons fui, ce n'était pas parce que nous avions rompu les premiers le pacte. Ils ont trop souvent dit le contraire. Ce pacte qui m'unissait avec le peuple et l'Assemblée, ce sont ces membres qui l'ont rendu caduc.
Ils avaient oublié les droits qu'ils m'avaient donnés et m'en avaient progressivement privé, malgré les textes et les serments solennels. La trahison est d'abord venue d'eux. Venue d'eux. Nous n'aurions pas voulu fuir si le peuple ne nous avait pas tenus prisonniers aux Tuileries malgré le pacte. Je me souviens de ce jour où nous avons voulu sortir et où la foule s'est amassée devant le château pour nous en empêcher. Parfaitement. Ils nous ont arrêtés lors de notre première fuite, mais pas à la seconde. La première fois, je voulais rester en France et attendre qu'on me rappelle. Aujourd'hui, je suis à l'étranger et n'attends plus rien. Ma vie de roi exilé me suffira, nous suffira. Dites tout de même ce que vous feriez si la France vous réclamait, non pour vous juger ou vous condamner, mais pour vous voir de nouveau sur le trône. Que feriez-vous ensuite? Ensuite, moi qui ai aboli la torture avant leur révolution, chose qu'ils ont oubliée, j'exigerais qu'on abolisse la peine de mort, sauf pour les meurtriers réels. Robespierre avait ce rêve, mais l'histoire, les passions l'ont poussé à se parjurer. Tous les jours, les nouvelles de France nous l'apprennent. Donc, si je redevenais roi, je tuerais la peine de mort, à défaut de tuer la mort. Pour cela, on dressera votre statue sur toutes les places des villes du monde. Moi qui ai promulgué un édit de tolérance religieuse en 1787, mais cela aussi on l'a oublié. J'exigerai qu'on poursuive tous les fanatiques, qu'ils soient politiques ou religieux, cette espèce d'êtres qui se servent d'idéaux prétendus sublimes pour faire le mal, parce qu'ils les interprètent à leur manière, ces idéaux, parce qu'ils les tordent, les déforment, les dénaturent, les rendent hideux et s'en servent comme on se sert d'un poignard pour nuire. Je pourchasserai les valets de la mort. Il est vrai que les hideux révolutionnaires nés des Lumières étaient finalement bien grands. Pardon, oh là là, lapsus. Il est vrai, pardon, je recommence. Il est vrai que les idéaux révolutionnaires nés des Lumières étaient finalement bien grands. Ils m'ont fait peur, je l'avoue, moi qui étais la fille d'une sévère impératrice et d'un monde trop rigoriste. J'exigerai que les femmes ne soient plus traitées comme des enfants. Vous-même, malgré vos quelques folies, vous avez été jugé sévèrement parce que vous étiez femme. Si vous aviez été un homme, on n'aurait pas médit avec une telle violence. Les femmes iront à Rome demander au pape de faire de vous un saint, de votre vivant. Le nom est déjà pris. Oh, celui-là, pour ce qu'il a fait. Mais je préfère me taire. Je voudrais qu'on se souvienne plus tard, non pas que j'étais un grand roi, mais que j'étais un brave roi. Je ne rétablirai pas la monarchie absolue, jamais, mais une vraie monarchie constitutionnelle où tout sera réglé, où le roi ne sera pas une sorte de figure en carton-pâte, mais bien le premier des représentants du peuple, unissant la nation derrière lui, derrière de belles valeurs et une culture. Ah, cher et beau pays de France, souvent mal content, mais si attachant, je donnerai à mes sujets le droit d'aimer le Dieu ou les dieux qu'ils voudront à condition de n'imposer leur croyance à qui que ce soit. J'abolirai l'esclavage à défaut de pouvoir abolir la bêtise, moi qui avais aboli le servage avant qu'il n'ait pris la Bastille. La bêtise, voilà un mal pire que la peste. Je mettrai en place un système d'éducation nouveau, afin que tout homme et toute femme ait le pouvoir de se hisser au-dessus de sa condition, de briller, d'apporter sa pierre, afin de consolider l'édifice de notre société. Ce sera beau, ce sera grand. Pas de guerre de conquête. La France n'a pas besoin d'être plus vaste, elle a besoin d'éclairer davantage. Oui, c'est cela, d'éclairer davantage. Oh,
puissent les Français, après les folies, après les batailles, après les émeutes, se souvenir de leur roi et l'appeler comme on appelle Dieu dans ses prières. Tous mes sujets devront payer un impôt proportionnel à leurs revenus, et j'abolirai bien d'autres taxes d'un autre âge. Je financerai les sciences, la médecine, la culture, les arts, non pour mon prestige, mais pour le prestige de la France. Oui, j'établirai, je construirai, j'assainirai. J'imagine des ponts, des routes, de vastes cultures nouvelles sur d'anciens marécages, des monuments nouveaux, des cités nouvelles dignes d'émouvoir le monde par leur beauté et leur organisation. Depuis combien de siècles n'a-t-on pas construit de villes? Faut-il attendre de nouveaux Romulus ou de nouveaux Rémus? Non, le peuple a besoin de vivre dans des lieux pensés pour lui. Bravo, bravo! Avec cela, les révolutions ne pourront plus naître. Les hommes naîtront libres et égaux, certes, mais le temps, la situation sociale, bien des choses viennent fausser cette belle égalité première. Je m'efforcerai de faire naître, non pas l'égalité, car c'est un leurre, une utopie, mais de faire naître l'équité. Et en mourant, je tendrai le flambeau de l'équité à mon fils. Je vois que les malheurs vous ont transformé, vous ont inspiré. Après tout, cette révolution ne nous avait pas laissé le temps de nous adapter. Nous avions commencé, mais la violence et les insultes ont tout faussé. Sur la place de la Bastille, j'édifierai un palais. Un palais ? Le plus orgueilleux des palais, avec un dôme d'or rivalisant avec celui de Florence, un fronton rivalisant avec celui du Parthénon, un palais pour le peuple, avec une vaste salle de spectacle et une assemblée où il pourra s'exprimer régulièrement sans avoir besoin de mandat, à la seule condition de s'exprimer sans haine, sans fureur, d'être courtois et discipliné, et nous l'écouterons. C'est une belle folie. Il faudra que vous la rendiez possible, Louis, car pour l'instant, trop, c'est sans doute trop. Chaque mois, des représentants du peuple, non élus, contrairement à l'Assemblée, se réuniront après avoir été tirés au sort. Chaque catégorie sociale sera scrupuleusement représentée dans les proportions correspondantes à celles de la société du moment. Vous êtes plus éclairé que moi, il est vrai, mais Auguste, votre idée me semble difficile à appliquer. Quand même, ce serait la révolution tous les mois, enfin presque. Non, car tout écart fatal conduirait à l'abolition de cette assemblée. Vous savez bien que parfois, tout retour en arrière est impossible. Il y aurait des règles à respecter et un serment à prêter. Ces députés éphémères s'exprimeront devant des greffiers, devant des ministres, devant moi, de temps en temps, et mes successeurs. Ce sera ensuite à l'Assemblée élue de débattre des diverses doléances exprimées. Ah, mon roi, mon grand roi! Ces députés éphémères ne parleront pas pour eux-mêmes, mais bien au nom de la catégorie qu'ils représenteront temporairement. Je commence à comprendre. Vous les pousserez à l'altruisme, non à ce petit égoïsme qui fait tourner le monde depuis l'aube des temps. Oui. Parler pour leurs frères et non penser à leur intérêt particulier. Je vous aime, Louis. Je vous aime. Vous serez un grand roi. Si Dieu veut, si le peuple veut. Marie-Antoinette. Chère Marie-Antoinette, ce que vous venez de me dire m'a fait entreapercevoir un beau rêve, un bien beau rêve, la concorde, la réconciliation, l'acceptation des fautes des deux côtés, l'union nationale au nom du genre humain, tout cela, je l'ai vu. C'était beau comme du Véronèse et harmonieux comme du Gluck.
La Révolution vous a donné l'esprit d'un grand homme et paradoxalement, cela chez celui qu'elle voulait renverser. Je vous laisserai faire, Louis. On ne parlera d'ailleurs presque plus de moi. Je me mettrai à la peinture grâce à Madame Vigée-Lebrun, mon amie, à la poésie et surtout, je me contenterai d'être une mère. Je porterai des robes qui ne coûteront presque rien. J'encouragerai les artistes et mes seuls bijoux seront des colliers en verre de Murano. Et surtout, les bras de ceux que j'aime. Je ne suis après tout qu'une petite sotte, comme disaient mes tantes. J'ai vu comme des étincelles lointaines le peuple et vous, dans la forge de l'espérance, tapiez en cadence, avec des masses, la sueur au front, sur des morceaux de métal encore rouges. Vous fabriquiez ensemble les rouages d'une société nouvelle. Mon cauchemar, lui, était tout autre, mon ami. Dans ce cauchemar, on m'avait séparé des miens, de ceux qui me restaient encore, de mes derniers consolateurs. C'est un bien laid cauchemar, en effet. Allons, allons, vous voyez bien que tout cela n'est pas, que ce lieu n'est pas une geôle, que je suis là, moi, près de vous. Et si c'était cela, le songe, si vous étiez le songe, si j'étais dans ce cachot sinistre à rêver à mon bonheur perdu, si cette robe de satin, si cette pièce éclairée par un astre généreux, calmez-vous. Vous ne répondez pas. Je ne détiens pas la vérité. La vie n'est peut-être qu'un songe. César, Pompée, le grand Khan, Charles Ier décapité devant Whitehall, Henri IV assassiné. Venise et son Bucentaure, Rome et Constantinople n'existent peut-être que dans l'imagination d'un dramaturge un peu fou qui délire dans son sommeil. Je l'aurais donc apitoyé, ce dramaturge? A-t-il pardonné mes fautes et voulu me sauver? Peut-être est-il un peu amoureux de vous. Tout disparaîtra peut-être à son réveil, et il ne se souviendra plus de rien, de rien. Allons, remettez-vous. Vous n'avez pas répondu. À croire que vous connaissez la vérité et que vous voulez m'épargner. Que me chantez-vous là? Cela n'a ni queue ni tête. Auguste, si vous saviez comme je m'en veux. Les balles,